Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale pour un nouveau numéro. Et oui, on est déjà de retour après le podcast d'hier de demi-course de Paris-Nice. On se devait de faire une petite émission après l'étape qu'on a eue sur la course au soleil. Étape avec un final assez incroyable, où on en a vu de toutes les couleurs, le favori lâché, un Français qui gagne, une bataille plus que serrée. Donc voilà des positions qui sont remises en question. On a vraiment vécu une belle étape. Pareil sur Tirreno, ça a été une étape animée. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous faire un petit podcast ce soir. Ça fait plaisir de retrouver, et puis ça fait plaisir avec moi de retrouver Simon ce soir. Comment ça va, Simon ? Salut Titien, et je suis très content de faire ce petit podcast parce que c'est vrai que ça faisait longtemps, en tout cas moi à titre personnel, que j'avais pas autant vibré sur une victoire française, donc je suis très content d'en parler ce soir. Ah non, mais c'était une folie, moi. J'étais comme un fou. Bon, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, hein. Moi, Lenny Martinez, incroyable victoire quand même, et surtout d'une facilité digne d'un Purito Rodriguez des grandes années. Il m'a rappelé un peu Rodriguez dans cette façon de gagner sur ce type d'effort, de ce punch dans les 200 derniers mètres. C'était assez incroyable. Donc ouais, victoire de Lenny Martinez ouais, il a mis quand même un petit éclat à la concurrence là sur les 300 derniers mètres. Il a remonté les positions, il a pris son temps dans la montée. Il était d'abord en 10e position, puis en 5e, puis en 3e, et puis finalement il a eu ce kick final. Moi, c'est vraiment impressionnant. Pour tout te dire, à 500 mètres de l'arrivée, j'étais quasi sûr qu'il allait gagner, parce que Lenny Martinez, il gère toujours bien ses montées, il est toujours un petit peu dans... Alors, t'as l'impression qu'il est dans le dur comme hier, hein, quand t'avais l'impression qu'il allait lâcher à 15 km de l'arrivée, et puis finalement il finit 4e. Voilà, je l'ai senti, et quand je l'ai vu là à 300 mètres, quand Jorgensen a lâché Sheffield, et que derrière Terrada a fait l'effort, et que Martinez était 3e à ce moment-là, je me suis dit, Martinez il va le faire, et finalement voilà, une victoire tout en maîtrise, tout au punch, et pleine de facilité, j'ai trouvé. Donc moi j'ai vraiment vibré. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. En fait j'ai trouvé qu'il a couru peut-être un peu plus intelligemment entre guillemets que la veille, où il a tenté à 2 reprises d'attaquer Vingegaard dans sa roue. Je pense qu'il a peut-être un peu trop insisté, alors que peut-être que s'il avait attaqué qu'une seule fois, derrière il aurait peut-être pu suivre le contre de Vingegaard, et c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a pas vu de la journée, et à chaque fois il se contentait de suivre la roue qui suivait ceux qui attaquaient. Donc voilà, il l'a joué fine, et c'est vrai que on a l'impression finalement qu'il est aussi bon puncher que grimpeur. Au début, quand il est arrivé, on se dit c'est un grimpeur, et puis au final moi je me dis qu'il peut être aussi bon peut-être sur des classiques type justement Flèche Wallonne, parce qu'aujourd'hui ils disent que l'ascension du jour était, certains disent que c'était plus dur que le mur de Huy. Donc voilà, Flèche Wallonne, Lombardie, ça peut être des courses qui peuvent lui convenir plus que des grands tours peut-être. Donc ouais, aujourd'hui il a très bien joué le coup, et on regrette presque qu'il n'ait pas attaqué, allez, peut-être 100 mètres avant pour faire un peu plus de différence. Ouais, c'est vrai, mais après, voilà, il faut doser ses efforts dans une montée comme ça, et on peut vite aussi exploser, hein, on se sent bien, et puis on fout une attaque, et sur des tels pourcentages, 100 mètres après, on peut sentir ses jambes un peu lourdes. Donc voilà, Lenny Martinez, il a parfaitement géré sa montée. Pour moi, c'est quand même, en termes de coureurs de classement généraux, de grimpeurs, la plus grande victoire française depuis un paquet de temps, en fait, hein, si tu remontes. Parce que Lenny Martinez, il gagne pas en échappée, là. Il bat les favoris de ce Paris-Nice, et alors on en reparlera après, il y en a qui étaient un peu diminués, mais au-delà de ça, il bat du très très beau monde, hein. Joe Almeida, McNulty, Jorgensen, Alaphilippe, enfin vraiment, tous les favoris de Paris-Nice, ils étaient là, et Schialmose, Félix Gall, enfin voilà. Il y avait tout le monde, et c'est vraiment une victoire à la pédale. Ça m'a un peu rappelé celle de Romain Bardet en 2017 à Péragude, ou celle de Thibaut Pinot au Tourmalet quand il lâche tout le monde. Finalement, depuis ces victoires-là, on a vu les 2 grandes victoires d'Alaphilippe au championnat du monde. Il a Flèche Wallonne d'Alaphilippe. Mais depuis cette année 2021, est-ce que tu as une autre aussi grande victoire française? Alors évidemment, il y a les victoires de Laporte, mais c'est dans un autre registre. Mais en tout cas, en montagne, moi, ça y est, j'ai vraiment l'impression que on tient notre victoire référence depuis pas mal de temps. Non, c'est vrai que j'ai pas d'autres souvenirs en tête non plus. Après, c'est la première victoire pour toute sa carrière, donc je pense que c'est déjà un beau step de franchi. Après voilà, maintenant il va falloir qu'il confirme aussi là ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'il a bien profité entre guillemets, profiter de l'abandon de Buitrago pour avoir ce statut de leader, et pas seulement de lieutenant ou de second couteau qu'il avait un peu en début de saison. Et voilà, et déjà hier il était très fort, et il a
bien confirmé aujourd'hui. Donc franchement, pour les 2 dernières étapes, notamment de ce Paris-Nice, ça peut être très très intéressant. Je pense que il peut viser haut, voire voilà, top 5, voire peut-être podium. Ouais, moi ce que je trouve impressionnant, c'est qu'on peut se dire, alors déjà il a 21 ans, faut le rappeler. On a l'impression que Lenny Martinez il est dans le paysage français depuis pas mal de temps, mais ça fait que 2 ans qu'il est au niveau professionnel. Il a fait vraiment une saison et demie pleine à ce niveau, puisque je compte pas sa deuxième moitié de saison l'année dernière, hein, où il avait un peu disparu. Il avait fait une entame de saison. Ouais, de malade l'année dernière, il faisait que gagner ou faire des grosses performances et puis il avait complètement disparu sur la deuxième moitié de saison. Là, j'ai l'impression que voilà qu'il est arrivé plus doucement dans ce rôle de lieutenant, de Buitrago. Il a commencé à faire des petits résultats, mais voilà, il est arrivé un peu masqué sur ce Paris-Nice finalement et peut-être un meilleur état de la gestion de forme. En tout cas, là, Lenny Martinez, il nous sort une performance XXL. Déjà, j'étais hyper assuré de le voir sur la montée finale hier et franchement. Alors j'étais très content également de le voir essayer de suivre Vingegaard parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais je me dis qu'il finit quatrième en ayant fait comme tous les autres et en s'étant fait tracter par Almeida. Il aurait peut-être pu encore faire mieux, voire aller disputer la victoire. Donc ouais, on a vraiment un grimpeur référence. Et ce qui m'interpelle, moi, c'est que c'est un poids à plume. Lenny Martinez, on pourrait se dire, bah voilà, depuis le début de ce Paris-Nice, il fait quand même très très moche. Hein. La météo, elle avantage pas ses coureurs très légers. Et ben on voit que c'est un coureur également, au-delà d'être un très bon grimpeur, très bon puncher, c'est un coureur ultra résistant parce qu'il est bon en montagne, il est bon sur les parcours punchy et puis surtout sur une course qui favorise, on l'avait dit dans la preview, des coureurs un peu comme Jorgensen, c'est-à-dire hybride qui passe un peu partout. Mais bah non, lui en tout cas ça ne l'handicape pas ces conditions-là. Ouais, bah on peut faire le comparatif avec Valentin Paré-Peintre sur Tirreno Ah. qui est pas au top niveau. Donc voilà, contrairement justement à Paré-Peintre, Martinez il tient bien le choc même quand il fait pas beau. Donc en effet, c'est une problématique importante. Certains coureurs qui supportent pas ça. Lui, il a l'air d'être à l'aise à la fois quand il fait beau sur la Vuelta que quand il fait un temps pourri. Donc c'est déjà aussi un avantage supplémentaire par rapport à d'autres coureurs. Ouais, tout à fait. Et alors, on se projettera après sur la suite de ce Paris-Nice. Moi, pour moi, l'autre homme qui m'a fait grosse impression, c'est celui qui a repris le maillot jaune du classement général, c'est Matteo Jorgensen. Il a certes pas gagné, mais il a fait tous les 800 derniers mètres tout seul devant. Il a fait exploser un à un ses adversaires. Et bah voilà. Alors certes, Jorgensen, il est pas ultra dominant, mais il construit petit à petit son Paris-Nice de manière correcte, je trouve. Et bah là, il a quand même une bonne option au classement général puisqu'il a pris de l'avance sur tous ses, hormis Martinez qui était un petit peu loin, surtout ses poursuivants directs comme Almeida qu'on attendait beaucoup, comme Lipovic, Skelmos qui a bien explosé, il reprend du temps et il construit pierre par pierre, j'ai l'impression, un peu ce potentiel succès final. Ouais, alors je sais pas si tu veux qu'on parle déjà de l'étape de dans 2 jours. Bah, on peut en Euh, parler. Alors, elle est pour l'instant, elle est un peu en ouais. suspens, hein. Malgré tout, ça va dépendre beaucoup des conditions météorologiques qui, pour l'instant, annoncées, sont pas terribles. Donc, évidemment, on a tous envie que ça se passe normalement, mais à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'ils nous mettront une Madone Dutel comme ils ont fait l'an dernier à la place ou autre chose? Toujours est-il qu'on espère qu'elle aura lieu cette étape d'Oron, mais on peut se projeter en se disant qu'elle va avoir lieu. On va rester optimiste. Ouais, parce que moi justement sur cette ascension, j'ai l'impression que c'est bon, en gros, hein, c'est en termes de kilométrage et de pourcentage, c'est un peu un copier-coller de la Loge des Gardes, 7 km à 7%. Et on avait vu Jorgensen finalement pas si fort que ça. Donc je me dis, est-ce que justement l'étape d'aujourd'hui, l'avantageait pas plutôt un Jorgensen par rapport à, bah, un Martinez ou un Skjelmose, Almeida surtout. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise, bah, comme il l'a été hier à la Loge des Gardes à Oron. Donc voilà, Jorgensen, il a fait le boulot aujourd'hui en sachant bah, voilà, que Vingegaard était un peu sorti du jeu. Mais moi, limite, s'il y en a un qui me fait plus peur, c'est Almeida, plus que Jorgensen en tout cas pour l'étape d'Oron. Après, il a un petit peu d'avance sur le Portugais, donc peut-être que ça tiendra. Mais pour moi, derrière, après Jorgensen et Almeida, Martinez a toutes ses chances de faire 3. Ouais, c'est clair. Alors, Oron, on se penche un peu sur le profil, mine de rien, c'est précédé d'un long faux plat à 2-3% pendant une vingtaine de kilomètres. Et alors, c'est pas non plus un col c'est de très haute montagne et surtout, on est sur une ascension de un peu plus de 7 kilomètres à 7% de moyenne. Donc, c'est pas non plus une ascension très très longue. Évidemment, l'étape, si elle a lieu, elle aura été beaucoup plus usante parce qu'on sera passé par la Colmiane, etc.
mais on n'est pas sur une ascension, on n'est pas sur un Galibier, un Tourmalet ou quoi que ce soit. Donc finalement, voilà, comme tu as dit, ça ressemble pas mal à la loge des gardes. Toujours est-il que Paris-Nice, on sait que ça se joue à coups de seconde souvent. Effectivement, peut-être que Oron, c'est bah, quoi qu'Jurgensen, ça reste un bon grimpeur. Et je sais pas ce qu'on peut analyser de l'étape de la veille. Il y a eu aussi les coureurs qui sont rentrés dans les voitures, qui sont repartis. Donc voilà, est-ce que ça sera la même chose? Toujours est-il que 40 secondes d'avance sur un Joe Almeida, c'est une avance qui reste Oui. assez confortable quand on sait que le lendemain, c'est une étape toboggan qui conviendra bien à Jorgensen. Bon, on l'a vu l'année dernière, hein, c'était le seul à suivre Remco, que Almeida est pas très bon descendeur. Donc, effectivement, Almeida fait peur. Moi, je trouve quand même que Jorgensen, c'est un leader qui reste solide. Oui, oui, pour reprendre 40 secondes, il va falloir qu'Almeida accélère un peu avant les 500 derniers mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Je te propose de passer à Jonas Vingegaard parce que c'est quand même le fait du jour. Hein. Bon alors, moi je t'avoue que j'ai pris l'antenne dans les 30 derniers kilomètres, donc j'ai pas eu tout de suite l'info que Vingegaard avait chuté pendant l'étape et je me disais ouais qu'est-ce qui fait à traîner dans les 20 dernières positions du peloton. Je l'ai vu subir toute l'étape et puis j'étais très très surpris hein, au pied de cette montée finale de voir Jonas Vingegaard. Bah c'est pas habituel de le voir il avait quand même montré un excellent niveau hein, hier, même si on sentait qu'il n'était pas loin de sa forme du Tour de France. Il a quand même failli gagner l'étape et là aujourd'hui il était voilà complètement arrêté dans la montée finale. Il perd quoi? Il perd 26 secondes en 1 kilomètre Jonas Vingegaard, donc c'est assez énorme. Et puis finalement on apprend que cette chute elle a pas été si anodine que ça, parce que alors certes il a été blessé à la face, mais surtout on suspecte pourquoi pas une fracture de la main il me semble. Donc finalement, il y a eu de la casse pour Jonas Vingegaard, ce qui explique ce niveau qu'il a pu montrer aujourd'hui. Ouais, bah oui, c'est sûr. Enfin, même les commentateurs à la télé le disaient. Voilà, c'est sûrement sa chute qui faisait que il était à l'arrière. C'était probablement pas du bluff parce que Vingegaard, c'est quand même pas trop le genre à faire du bluff, à dire que je suis pas bien donc je me mets derrière. Donc c'était pas très surprenant de le voir à ce niveau-là du peloton. Et puis Jorgensen, c'est aussi pour ça qu'il a accéléré dans le mur final parce qu'en fait, il a eu l'autorisation de Vingegaard de jouer sa carte parce qu'il savait qu'il serait pas au niveau. Donc voilà, je pense que même s'il n'y a pas de fracture de la main, je pense pas qu'il repartira demain. Ça m'étonnerait qu'il prenne ce risque avec les coups qu'il a eu aujourd'hui. Voilà, je pense que la carte avait été entièrement sur Jorgensen pour la Visma et puis Vingegaard, décidément, c'est pas une course qui lui convient très bien. Paris-Nice, il avait échoué il y a quelques années face à Pogacar et Gaudu. Là, cette fois, ça sent mauvais l'abandon. Donc voilà, c'est pas la course au soleil, c'est pas trop pour Vingy. Ah bah de toute façon, c'est sûr que s'il s'est cassé la main, il va pas repartir, ça c'est sûr. Après, est-ce que si le poignet va bien, est-ce que s'il passe une bonne nuit, voilà, faudra voir parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que bon, effectivement, Jonas Vingegaard, le classement général, ça semble compliqué parce que même s'il n'y a pas de fracture, de main cassée, etc., on sent qu'il est meurtri. On sent que depuis le début de ce Paris-Nice, il est pas non plus impérial et qu'il subit beaucoup la course, mine de rien. C'est pas des conditions qu'il affectionne beaucoup. Toujours est-il que si demain Jonas Vingegaard n'est pas au départ, pour Matteo Jorgensen, sur les 2 dernières étapes, ça risque quand même d'être assez compliqué parce que alors autant ils étaient une start list impressionnante la Visma Lease the Bike pour remporter le chrono par équipe, autant là pour le coup Jorgensen il va être il y aura peut-être le bon soldat Bart Lehman, mais derrière dès que ça va grimper il va être livré à lui-même. Ouais, après, je sais pas si tous ces autres concurrents vont tenter leur chance tour à tour. Parce que mine de rien, ils sont aussi un peu tous isolés, en tout cas quand on arrive à la fin comme ça. Martinez, il est tout seul. Skelmoz, il est tout seul. Lipovic aussi. Donc finalement, est-ce que ils vont prendre le risque d'attaquer tour à tour pour faire craquer Jorgensen? Je suis pas si sûr. Donc bon, pour moi, c'est juste, oui, ils avaient la double cartouche Vingegaard, Pogacar, mais on l'a vu aujourd'hui, Pogacar, Vingegaard, Jorgensen. Mais on l'a vu aujourd'hui que finalement, avec une seule cartouche qui était Jorgensen, ça l'a quand même plutôt fait, même si ils gagnent pas l'étape, ils ont quand même fait une belle opération pour le général. Donc moi, je suis pas trop inquiet, même si l'équipe est pas extraordinaire. Jorgensen, je pense que avec l'avance qu'il a et en effet l'ascension qui est pas non plus extrêmement difficile à Oron, je pense que ça peut quand même le faire pour lui. Ouais, du coup, si je reviens sur Lenny Martinez, parce qu'on s'est pas vraiment projeté, tu m'as parlé tout à l'heure d'une potentielle troisième place. Qu'est-ce que t'en attends, toi? Parce que
moi, je l'ai trouvé quand même assez facile dans ce final, hein. On sentait que, effectivement, comme t'as dit, s'il était parti peut-être d'un peu plus loin, il aurait mis quand même un sacré écart aux autres, parce que quand il attaque, pour le coup, les trois autres derrière Jørgensen, on a les deux et Champoussin et Terrada, les deux Astana, bah, ils sont un peu collés, hein, et tu le vois à l'arrivée, il sort quand même une fraîcheur assez déconcertante. Il se relève quand même 50 mètres avant la ligne pour savourer, sinon il aurait pris encore 1 ou 2 secondes. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Martinez? Est-ce que c'est une troisième place? Est-ce que c'est encore d'aller gagner une étape? Ou est-ce que c'est encore mieux? Moi, j'ai l'impression qu'il se bonifie au fur et à mesure de la course, là. Ouais, bah oui, moi je pense que le podium est jouable. Après, aller chercher Jorgensen, je crois qu'il a quoi, 54 secondes, quelque chose comme ça de retard. Ouais, Ça me semble 55, quand même ouais, un peu il est à compliqué. 55, Ouais. c'est compliqué. 55, c'est compliqué. Et Almeida, il est pas très loin non plus. Et surtout, sur ce genre de montée, Almeida, il est quand même très fort. Donc je le vois mal lui reprendre aussi 30 secondes. Donc il peut peut-être aller chercher l'étape. Ça, par contre, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Il va doubler les autres coureurs qu'il y a devant lui au classement. Je pense que il est aussi bon que lors des 2 derniers jours. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour moi, c'est le podium, c'est la troisième place. C'est ce qui me paraît le plus évident. Ouais, ouais, effectivement. Moi, j'ai hâte de voir. Franchement, tu sens que dès que ça grimpe, là, Lenny Martinez, moi, je le trouve très rassurant comme coureur quand il est au top. Il a vraiment cette soquette légère. Et puis, moi, je m'inquiète pas trop. Lui aussi, il a un petit côté de Joe Almeida, c'est-à-dire qu'il est souvent pas en tête de groupe et il ramasse un peu les morts. Et puis finalement, il a ce jump qu'il arrive à avoir dans les 200 derniers mètres pour aller chercher, enfin, pour aller chercher un bon résultat. Et je vois pas ceux qui le suivent au classement général, en tout cas lui passer devant. Si Vingegaard il repart pas demain, il sera quatrième virtuellement. Lipovitz, il est costaud, très costaud, mais il a que 20 secondes d'avance et surtout il a pas un excellent punch, hein, le coureur allemand. Donc voilà. Et après, toujours est-il que bah tu vois l'année dernière, McNulty, il était premier du classement général au départ de la dernière étape, puis à la fin il finit troisième, il perd plus d'1 minute 30 sur la dernière étape, donc rien n'est joué. Moi je suis assez optimiste pour Lenny Martinez, même si évidemment rien qu'un podium ce serait un résultat incroyable. Je sais pas depuis combien de temps on n'a pas eu un podium. Alors gagné sur une course par étape pour le Tour, on le sait, c'est depuis 2007 avec Christophe Moreau. Un podium, ça fait un petit paquet de temps également sur une course par étape qu'on n'en a pas eu, il me semble. Je sais pas si tu as le souvenir du dernier Euh, Français sur un podium, mais ça doit je sais pas dater. si ça compte Rémi Rocha sur le Tour Non, de mais Gangxi, ouais, quelque bon, chose comme voilà, le ça. voir. Alors, des vraies courses, quoi, le tour. Ah, Euh, Gaudu peut-être ouais, sur Godu Paris-Nice sur justement, Paris-Nice, non? à mon avis, hein. Franchement, je pense que depuis, on n'a pas eu ça. Donc, bon, enfin, voilà. En tout cas, je pense qu'on a une vraie pépite, là, du côté des Français et ça fait plaisir. Et puis, eh ben, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est le niveau de ces Astana. Enfin, moi, Oui, je voulais en parler aussi. je Ouais. me suis dit, ok, depuis 2 mois, ils nous font des trucs de folie, ils sont à la course au point. Ça y est, on va rentrer dans les choses sérieuses, les courses World Tour, et ils vont disparaître. Putain, Clément Champoussin qui retrouve un niveau incroyable en terminant deuxième de l'étape. Harold Terrada qui finit quatrième. Alors certes, ils étaient un peu moins forts hier, mais quand même, ils étaient également là. Les Astana, ils sont tout feu, tout flamme là. C'est incroyable. Ouais, bah encore Champoussin, il a quand même fait déjà un début de saison, on Ah ouais, l'avait il vu est venir. Moi, monstrueux. surtout, c'est Terrada, moi je trouve qu'ils sont un peu de nulle part cette saison. Alors, on connaît ses qualités, mais ouais, c'est vrai ils font tous les deux une bonne perf. Donc bah voilà, on avait des doutes sur leur capacité à briller en World Tour. Bah au final, ils nous répondent de la meilleure des manières. Donc voilà, à voir aussi ce que ça va donner Champoussin sur l'étape d'Oron, s'il est capable de tenir ce rythme-là. Là, il est neuvième au classement, donc il peut peut-être aussi gratter 1 ou 2 places. Ça peut être intéressant pour lui et son équipe. Ouais, bah écoute, on verra, mais en tout cas, ouais, c'est clair que là, pour le coup, ils sont plus qu'impressionnants, assez à suivre parce que, ouais, j'étais un peu estomaqué. Tu sais que, bah, hier, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, je crois que Terrada était déjà là hier et je me disais, mais c'est qui avec Champoussin? C'est Tot Astana et le nom d'Harold Terrada m'est pas venu tout de suite en tête. Donc, ouais, ouais, bon, là, alors au classement général, évidemment, ils ont perdu beaucoup de temps, hein, dans le contre-la-montre par équipe, donc ils sont loin. Mais tu vois, à mon avis, doubler des Arensman, c'est possible. Donc, puis moi, il y a un coureur, je voulais après je te laisserai peut-être en parler d'un autre coureur qui t'a déçu, mais moi, je voulais parler quand même de
de Mathias Kjelmose que je trouve assez décevant. Hier, il fait rouler Pedersen comme un damné jusqu'au pied de la loge des gardes et finalement c'est quasi un des seuls coureurs qui a pas bougé. Il a bien géré sa montée, fini troisième, mais pas produit un grand spectacle. Et puis cette année, alors que pourtant Skjelmose, il est connu pour ses capacités de punch, il est complètement planté au pied de la dernière côte. Alors on se souvient des images de Skjelmose transi par le froid l'an dernier sur la Flèche Wallonne. Peut-être qu'il a un problème avec le froid, mais moi je l'attendais beaucoup plus fort sur ce Paris-Nice. Ouais, mais en plus c'est un Danois, donc c'est qu'il doit être habitué au froid normalement. Mais non, ouais, j'ai du mal à expliquer. C'est vrai que Pedersen, oui, il a même roulé encore aujourd'hui là avant l'ascension. On se dit ah Skjelmose, c'est une ascension aussi en plus qui peut lui convenir. Et ouais, au final, il démarre pas très bien l'ascension. Il est légèrement de Vingegaard et finalement il termine derrière Vingegaard. Donc c'est vraiment le favori qui a perdu le plus de temps. Voilà. Après, les déceptions de ce Paris-Nice pour l'instant, bon, elles sont Ben O'Connor et Félix Gall pour moi, même si je sais pas si tu les attendais vraiment de ton côté. Moi, je les attendais pas forcément. Mais bon, eux, pour le coup, ils sont vraiment très très loin. Après, on peut se dire que Skjelmose va se refaire la cerise pour l'étape de Rouen. Il avait plutôt été bon à la loge des gardes, donc vu que c'est une ascension similaire, il peut peut-être revenir dans le jeu. Non mais Félix Gall, faut plus qu'il mette les pieds sur Paris-Nice. Pourtant, il fait une bonne dernière montée, mais tu sens que c'est niveau technique, c'est pas du tout un coureur qui est fait pour des courses aussi nerveuses qu'un Paris-Nice. Il est tout le temps à l'arrière du peloton. Dès que ça tournicote, dès que ça descend, il est en difficulté. Donc et pourtant derrière, il produit des temps d'ascension qui sont pas mauvais du tout. Mais je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise sur un Tour de Catalogne ou sur un Dauphiné que sur un Paris-Nice. Donc moi, je suis pas franchement étonné. Est-ce que t'avais Bah, encore un... Ouais, vas-y. ces petites routes, ça lui plaît pas. Il faut Non, je qu'il suis pas fasse sûr. le UAE Tour. Le Tour, je pense que il est bien. Est-ce qu'on a tout dit sur l'étape de Paris-Nice ou est-ce que t'avais encore une remarque? Non, bah c'est bon de mon côté. On peut passer de l'autre côté des Alpes. Voilà, on va passer de l'autre côté des Alpes. Donc, je vous l'avais dit un peu dans le podcast qu'on a fait hier, on a eu un début de Tirreno, bah voilà, plutôt plaisant et ça s'est bien poursuivi aujourd'hui parce que bah moi je m'attendais pas à une étape aussi sympa. Pour tout te dire, j'ai regardé rapidement, j'étais au travail, j'ai regardé rapidement où ça en était et je vois des bordures en montée et je me suis dit ah ouais, sacrée étape et puis finalement bah voilà. Encore une fois, comme à Paris-Nice, il a fait froid, il y a eu de la pluie et ça a donné lieu à un sacré spectacle. C'était assez kiffant. Ouais, bah ouais, mais on a cru que des Simon Yates, Derek J, Landa, tout ça serait out pour le classement général. Bon, finalement, tout s'est remis un peu dans l'ordre parce que justement, il y avait quand même encore pas mal d'équipiers. Mais c'est vrai que Tirreno, quand on a vraiment des éditions comme ça où il fait vraiment un temps désastreux, bah c'est vrai que finalement, ça ouvre des possibilités aussi pour des coureurs qui d'habitude ont peut-être pas trop leur chance. Et là, du fait des conditions, bah ça rebat un peu les cartes. Même si au final, l'arrivée aujourd'hui, bah c'était un peu comme hier, une arrivée en sprint à 50-60 coureurs, malgré des offensives, encore Benelli, encore Van Der Poel. Mais bon, au final, personne n'a encore réussi à faire de différence. Et du coup, bon, Ghana qui garde encore son maillot bleu de leader pour encore au moins une journée. Il a failli avoir un coup un moment quand c'est parti avec les Ineos et les UAE là. Je vois Juan Ayuso et Filippo Ganna qui s'en vont et il est parti avec chacun trois équipiers. Je me suis dit ah attention, est-ce qu'on n'a pas assisté à un grand moment de ce Tirreno et puis finalement bon bah effectivement comme tu dis il y avait beaucoup d'équipiers et ils se sont fait reprendre et puis finalement bah c'est malgré une étape compliquée, ils étaient quoi une soixantaine à l'arrivée, 70. Et Bah c'est Olaf Koy 67 qui exactement, je crois. voilà Olaf Koy qui s'impose au sprint. Ça fait plaisir de revoir Olaf Koy qui a vécu des semaines compliquées. Là, on se souvient de sa première étape de l'UAE Tour où il était complètement à la dérive. De passer un col comme ça, une étape comme ça, et puis de s'imposer encore avec une bonne fraîcheur à l'arrivée. Il est bien de retour, le sprinter de la Visma. Ouais, c'est vrai qu'on le voyait pas trop en fait dans le peloton et c'est vrai que quand on a vu un Visma débarquer à 500 mètres là proche dans les 10 premiers, on se dit ah mais Cole il est là et c'est vrai que bah, sur ce Tirreno, si Milan n'est pas là, ce qui était le cas aujourd'hui, intrinsèquement c'est lui le meilleur sprinter donc voilà il a tenu son rang, il s'impose facilement. Hein. Bon il y a Ploymers qui fait deuxième, qui a pas été déclassé alors que bon il a fait un sprint quand même un petit peu en zigzag. Bon, voilà, il fait deuxième. Ouais. Van Der Poel,
il fait 3, mais on a l'impression que, bon, au sprint, maintenant, c'est quand même un peu plus dur qu'avant. Et puis, bon, bah, notre Paul Magnier qui fait 4, mais bon, il a tout donné pour amener Landa, donc on lui en veut pas. Ouais, et puis, bah, enfin, faut pas oublier qu'il a 20 ans, Paul Magnier, et que sur une étape comme ça, hier, il y avait 240 km, aujourd'hui, une étape compliquée. Et moi, j'y ai cru à un moment, après, je l'ai vite vu qu'il manquait un peu de puissance, mais franchement, c'est une belle perf d'être encore là et de jouer la gagne après le travail fait également, effectivement, pour amener le leader. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir. Alors, moi, Ploymers, ça m'a arrangé qu'il soit pas déclassé parce que je l'ai mis dans mon équipe sur Cycling Fantasy. Oui. Euh, Ah, c'est pour ça que ça m'arrangeait pas non plus qu'il soit pas déclassé. Et je t'avoue que là, tu vois, on est 7000 hein, sur Tirreno et je suis 72e, donc je garde le cap là. Vraiment, je suis bien parti, mais j'ai pas pris beaucoup de grimpeurs. Donc là, les 2 prochaines étapes, j'ai un peu peur de dégringoler, mais ça m'a, ça m'a bien arrangé. Et non, mais voilà, c'était sympa. Et puis surtout, bah, comme tu dis, bon, on s'y attendait. Hein, dans tous les cas, on s'attendait à ce que Tirreno, ça se joue sur les 2 étapes qui vont venir. Mais au moins, on a eu de l'animation. Toi, comment tu vois les 2 étapes à venir On a quand même un mec, Juan Ayuso, qui a pris une belle avance sur le chrono et qui semble assez solide. En tout cas, il a produit une ou 2 attaques hier et dès que ça monte, moi, je sens qu'il va être difficile à déboulonner. Ouais, alors demain, je sais pas si sur l'étape des murs, il va réussir à choper le maillot de leader. Ghana semble quand même très très fort. Donc je pense que il fera la différence surtout sur l'étape de samedi. Mais il peut y avoir peut-être déjà demain des petites surprises. Peut-être des favoris annoncés qui sont pas tant en jambes que ça. Et qui vont peut-être lâcher quelques secondes. Donc voilà, ça va être une étape intéressante, même si, comme vous l'aviez dit dans la preview, je pense que le gros du général se jouera samedi dans l'étape Rennes. Et moi, j'ai une dernière question, une interrogation. Alors, on sait que Joe Milan, impressionnant hein, sur le premier sprint, il est tombé hier, donc voilà, il a pas pu disputer ses chances. Aujourd'hui, il a quand même été lâché très tôt. Il y a un petit groupe là de quelques sprinteurs. On sait que Joe Milan, il s'est passé les bosses. Est-ce que toi, ça t'inquiète un peu en vue de Milan-San Remo dans un peu plus d'une semaine ou non, pas d'inquiétude pour Milan? Bah, s'il va jusqu'au bout de ce Tirreno et qu'il gagne l'étape de dimanche, par exemple, voilà, je pense qu'on aura notre réponse. Donc là, actuellement, je suis pas trop inquiet. Surtout si, contrairement peut-être à Vingegaard, il a rien de cassé. C'est juste, on va dire, un traumatisme plus psychologique que physique. Donc voilà, on va attendre la fin de ce Tirreno. Et si par exemple, il n'est pas au départ demain ou après-demain, ou s'il gagne pas dimanche, qui fait un sprint très moyen, là, on pourra peut-être se poser des questions. Mais selon moi, pour l'instant, il n'y a pas encore de motif d'inquiétude. Très bien, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour sur ce Paris-Nice et sur ce Tirreno. Bon, allez, on va conclure. Tu vas me donner ton podium pour Paris-Nice et ton podium pour Tirreno, et puis je te donnerai le mien, et puis on pourra conclure cette petite émission un peu de mi-semaine. Alors Paris-Nice, je mets Jorgensen en 1, Almeida en 2, Martinez en 3. Et sur Tirreno, je vais dire Ayuso en 1, euh, Derek G en 2 et Mikel Landa en 3. Ok, et ben moi pareil, je vais te suivre avec Jorgensen, mais je vais mettre Lenny Martinez en 2 carrément. Je me dis que Ouais. Almeida c'est quand même pas un bon descendeur et qu'il y a un coup à jouer sur l'étape de Nice. Et puis bah, Joe Almeida quand même en 3 parce qu'il va être solide si l'étape d'Oron a lieu, il va reprendre pas mal de temps. Tirreno, bah forcément Juan Ayuso. Derrière c'est compliqué, hein, franchement. Il y a C'est tellement très de monde. serré, il y a Mais, peut-être Chiffonnet aussi. mais non, je vais dire en 2 Antonio Tiberi. Et puis Oui, en c'est vrai. 3, je vais mettre, parce que je suis fan quand même, Jay Hindley, qui a déjà fait troisième l'année dernière, donc je vais croire en mes chouchous. Et bah écoute, on verra tout ça. Sûrement qu'on proposera, comme je vous l'ai dit, le premier live de l'année dimanche en fin de journée où on fera le débrief de tout ce qui s'est passé sur les 2 courses. Donc voilà, on vous redonne des informations, notamment sur Instagram. Suivez-nous d'ailleurs sur Instagram, hein, parce que Simon, tu confirmes que vous continuez à produire des super articles avec la rédac. Ouais, je crois qu'on n'a jamais été autant productif avec Matt, donc il y a un article tous les 2 jours, si ce n'est tous les jours en ce moment qui sort, donc n'hésitez pas à aller checker ça, il y a plein de thématiques différentes qui sont abordées.
Ouais, c'est cool. Moi, je suis sur mon téléphone, je vois qu'il y a des nouveaux abonnés en nombre tous les jours, donc sur Insta, donc ça fait vraiment très plaisir. Écoute, Simon, merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. C'était vraiment très chouette. Bah voilà, on se retrouve plus tard pour débriefer de ces deux courses. Bonne soirée à tous ou bonne journée si vous écoutez ce podcast le lendemain de ces étapes. Et puis surtout, bah évidemment, n'oubliez pas de vous alimenter parce que la fringale guette. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde!